Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Focus Santé. Un enfant meurt du paludisme toutes les minutes dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Ces chiffres sont très inquiétants, vous le convenez avec moi, même si quelques avancées sont enregistrées. La journée mondiale de lutte contre le paludisme nous permet donc d'aborder certains aspects propres au Bénin. Ce sera avec le médecin-chef du centre de santé de Aye-la-Wadje dans le 3e arrondissement de Cotonou, Dr Jean-Baptiste Mponou, le chargé de communication du programme national de lutte contre le paludisme au Bénin et aussi le coordonnateur adjoint de ce programme-là. Ils sont tous dans ce studio, c'est donc pour parler du paludisme. Bienvenue donc. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir madame, monsieur François. Madame. Voilà, et on n'oublie pas de remercier Ulysse Chitema de l'autre côté de la baie vitrée qui nous permet donc de nous faire entendre sur cette émission. Et n'oubliez pas que vos réactions sont attendues via WhatsApp. Vous pouvez nous envoyer vos messages au 65 00 24 24 et dès 15h30, vous avez la latitude d'appeler le 21 33 84 19 ou le 65 00 24 24 pour exposer vos préoccupations, vos questions. Nos invités vous donneront donc des précisions sur ces préoccupations. C'est donc parti pour Focus Santé de ce jour et on y va sans virgule comme l'exige le technicien du jour. On y va tout de suite comme ça. Le paludisme fait plus de 584 000 décès chaque année dans le monde. Ce sont les chiffres de l'OMS. Je m'adresse au coordonnateur adjoint qui vient de nous rejoindre, le coordonnateur adjoint du programme national de lutte contre le paludisme. Et il s'agit bien sûr de monsieur Yves Denon. Vous avez entendu ces chiffres-là. Qu'en est-il au Bénin quand on parle de décès dus au paludisme? Merci beaucoup, madame la journaliste. Comme vous l'avez dit, je vous rejoins et là, j'essaye de vous retrouver dans vos papiers. Exactement, mais dans tous les cas, je pense qu'on pourra démarrer et dire donc que pour ce qui concerne notre pays, la lutte contre le paludisme constitue également une priorité. Et les chiffres que vous avez indiqués, pour se référer à notre pays, on pourrait préciser que effectivement 42% des causes de recours aux soins en 2014 sont liées au paludisme. Voilà, donc dans nos centres de santé, c'est les chiffres dont on dispose. Continuer, j'aimerais m'adresser cette fois-ci au médecin-chef du centre de santé d'Aye-la-Wadje. Est-ce que le paludisme est toujours la première cause de consultation chez vous, par exemple? Bonsoir Madame Oussou, bonsoir à tout le monde. Jusqu'à il y a quelques années encore, jusqu'en 2013, 2014, on pourrait encore le dire. Mais vers la fin de l'année 2014 déjà, on a constaté qu'avec les efforts fournis par-ci par-là, que le taux de paludisme commence à diminuer. Et de plus en plus, on remarque que d'autres maladies sont en train de prendre le dessus par rapport au paludisme. Okay. Notamment, je vais parler des infections respiratoires aiguës qui ont commencé à prendre le dessus sur le paludisme. Sinon, jusqu'à l'année dernière encore, on pouvait dire sans se tromper que le paludisme constitue encore le premier motif de consultation dans le centre de santé. Et combien de cas vous enregistrez par semaine, par exemple? Mais ça varie, ça dépend des périodes. Parce que quand il y a des périodes de pic du paludisme,
c'est les mois de juin, octobre. Mais actuellement, le nombre de cas de paludisme environ 25 à 30, non, disons 35 à 45 par semaine. Par semaine. Ouais. Autant les cas graves, parce qu'il y a deux formes de paludisme. Évidemment. Il y a deux formes de paludisme. Il y a le paludisme dans sa forme simple. Oui. Et il y a aussi le paludisme de sa forme grave. Donc, je n'ai pas vraiment les statistiques ici pour vous dire exactement avec précision combien de cas de paludisme simple on a par semaine et combien de cas de paludisme grave on a par semaine. Mais je vous ai dit, en moyenne, 35 à 45 cas de paludisme ces derniers mois-ci. D'accord. Monsieur Denaco, vous êtes bien avec nous. On va revenir sur la question du départ, le nombre de décès, les statistiques en ce qui concerne le paludisme au Bénin. Merci beaucoup. Je crois que le coordonnateur adjoint, M. Yves-Éric Denon, a déjà planté le décor. Et Dr Pomponou est allé également sur ce terrain. Et je crois que les chiffres donnés concordent. Ça concorde. Et le coordonnateur parlait tout à l'heure de 42% des causes de recours aux soins en 2014. Il faut dire que beaucoup d'efforts ont été faits pour que nous soyons à ce taux. Et même à ce taux, il faut dire qu'il y a toujours une veille. Et sinon, ce sont des choses qui peuvent facilement encore nous échapper. Autrement dit, ce sont des chiffres. Les recherches ont montré à travers un certain nombre d'études, dont l'EDS et tout ça, ont prouvé que nous sommes à ce taux aujourd'hui. Mais si les gens continuent de dormir effectivement sous les moustiquaires que nous avons distribués l'année dernière, c'est que ce taux, au jour d'aujourd'hui, doit avoir chuté vraiment de façon considérable. D'accord, monsieur le coordonnateur, vous avez quelque chose à ajouter? Vous faisiez de grands gestes tout à l'heure, sinon c'est la même chose. Oui, merci. En fait, je voulais préciser, donner une petite précision, et je crois que cette précision permettra de faire le lien avec ce que disait le médecin-chef de Aïla Wadjer. C'est-à-dire que nous avons 42%. Et tout ce qui arrive au niveau des centres de santé pour consultation, on dit que c'est paludisme. Je dis bien on dit. Mais en fait, dans la fourchette des 42%, il y a 59% qui sont réellement des cas confirmés, c'est-à-dire testés. Puisqu'aujourd'hui, dans notre pays, pour dire qu'on a le paludisme, il faut avoir fait le test et que le test se révèle positif. Donc, c'est 59% qui sont effectivement testés. Mais nous avons 25% dans ce lot-là, 25% qui sont testés, qui sont négatifs, mais que les prestataires ont traité comme paludisme. Et étant donné que ça a été traité ainsi, c'est pris en compte comme paludisme. Et la dernière partie, c'est que vous avez en réalité 16% de personnes qui n'ont bénéficié en fait d'aucun test. Donc ils ont le corps chaud, on a l'impression que c'est le paludisme et on dit que c'est le paludisme. Donc c'est ça qui fait que nous en sommes encore à 42%. Mais la vraie réalité qu'on pourra avoir sur le terrain, c'est ce que disait le docteur Okono tout à l'heure, qui fait qu'on note effectivement une diminution. Et on va rester avec vous pour cette thématique-là. Le thème de cette année, c'était le thème de l'année passée aussi. Je vais vous le donner, c'est investir dans l'avenir, vaincre le paludisme. C'est de ce thème-là qu'on parle aujourd'hui. Comment comprendre ce thème et pourquoi il revient encore cette année? Merci beaucoup. En fait, il faut comprendre que l'Organisation mondiale de la santé est dans une dynamique aujourd'hui qui est de permettre aux pays, je ne veux pas dire les programmes nationaux, mais de permettre à nos pays de pouvoir s'investir dans une dynamique qui permette véritablement d'obtenir des résultats. Investir dans la lutte contre le paludisme, ce sont les moyens financiers, techniques, tout ce dont nous parlons, les médicaments, je crois peut-être que par la suite on va venir là-dessus. Il y a les moyens financiers, il y a les moyens techniques, il y a les stratégies qu'il faut mettre en place pour pouvoir aboutir aux résultats. Et nous avons pensé ensemble avec les partenaires dont je parlais de l'OMS qu'en réalité,
le travail ne peut pas commencer et finir au bout d'une année. Donc c'est pour cela que l'Organisation mondiale est dans la dynamique maintenant de prendre des thèmes, je dirais, triennales, qui nous permettent donc vraiment de continuer les actions dans une dynamique qui nous permet d'atteindre les objectifs. Voilà. Et quand on parle de vaincre le paludisme à travers l'investissement dans l'avenir, c'est ce qu'il faut comprendre. Et je m'en vais là vous poser cette question-là. Quelle est la part du budget de la lutte contre le paludisme dans cette grande partie du budget du ministère de la Santé, puisqu'il faut investir? D'accord, je pense qu'il y a deux parts. Si vous permettez, on pourra faire la part des choses. Si nous prenons d'abord le budget général de l'État, d'accord? Le budget général de l'État, puisque vous dites la part par rapport au budget du ministère de la Santé, pour la part de l'État, il faut noter que l'État contribue par rapport à la mise en œuvre des principales activités de lutte contre le paludisme pour le programme national et également pour la prise en charge gratuite de cas de paludisme. Maintenant, en plus de ça, il y a les partenaires techniques et financiers qui interviennent pour contribuer surtout par rapport à l'acquisition des intrants et autres produits qui permettent véritablement de lutter contre le paludisme. Ces partenaires, je ne voudrais pas me mettre à les citer au risque d'en oublier, mais voilà un peu comment cela se présente. Voilà, donc c'est comme ça que le programme est financé. Oui, le programme est financé par le budget national et est financé également par les partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé. Donc de bon, on pourra peut-être continuer tout à l'heure avec les précisions sur les chiffres. Bon, nous, on ne rentre pas trop dans les détails des chiffres. Nous, on est des techniciens de la lutte contre le paludisme. Oui, mais en fait, c'est pour nous permettre de savoir s'il y a une évolution dans le financement. Okay. Est-ce que vous vous collez à cette logique-là du thème de vaincre le paludisme en investissant dans l'avenir? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez, la lutte contre le paludisme est une activité qui a un financement vraiment très lourd. Déjà, quand vous prenez par exemple la distribution des moustiquaires et que vous estimez le coût unitaire d'un moustiquaire, quand vous faites le lien, vous vous souvenez par exemple que l'année dernière, c'est pratiquement 6 millions, 50 000 moustiquaires, je crois, 6 millions, voilà, un peu autour de 6 millions de moustiquaires que nous avons eu à distribuer. Quand vous multipliez par le coût unitaire, vous voyez tout ce que cela peut donner déjà. Bon, mais par contre, pour le fonctionnement, c'est-à-dire la réalisation des activités de routine, le gouvernement de notre pays fait assez d'efforts pour permettre, par exemple, que l'on puisse avoir un financement dans l'ordre du milliard de francs CFA pour pouvoir permettre de faire tourner les activités de routine. Et ça, c'est par rapport à la lutte contre le paludisme. Il en est plus ou moins dans la même logique pour la prise en charge gratuite des cas de paludisme. Alors je pourrais vous dire que de la période 2010-2011 à 2015, nous avons noté une évolution progressive du budget de la lutte contre le paludisme qui entre-temps avait connu une baisse du fait de la période des crises. Vous vous en souvenez, la période 2009-2010, la crise un peu dans le système mondial. Et juste après ça, on a noté une reprise qui est passée de 500, 600, 700, 800 jusqu'à atteindre vraiment la barre du milliard de francs CFA pour la lutte contre le paludisme en général et la même chose également pour la prise en charge gratuite après que le chef de l'État ait décidé donc de faire de l'initiative de la prise en charge gratuite son cheval de bataille pour permettre aux populations de notre pays, notamment les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, d'être vraiment traités convenablement lorsqu'ils ont le paludisme simple et le paludisme grave. Voilà, justement par rapport à cette prise en charge gratuite, docteur, pour nous, comment ça se passe en pratique sur le terrain dans votre centre de santé? Et il faut d'abord rappeler les cibles de cette prise en charge gratuite. Oui, c'est les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Donc quand la mère de l'enfant l'amène à l'hôpital, au centre de santé, la mère est directement orientée à la caisse. Donc d'abord orientée chez une aide-soignante qui l'accueille et qui vérifie si l'enfant a de la fièvre ou si l'enfant a eu de la fièvre avant de venir au centre de santé.
Le cas échéant, l'enfant est orienté avec sa mère à la caisse, je dis à la caisse, chez le prestataire, l'infirmière au centre de santé, l'agent de santé, qui va faire le diagnostic, faire le test de diagnostic rapide. Si le test de diagnostic rapide est positif, cela signifie que c'est le paludisme. En ce moment, on lui donne un bon de gratuité pour que l'enfant aille chercher les produits gratuitement à la pharmacie et revient voir la prestataire pour qu'on lui explique comment les produits seront administrés. Donc c'est un kit qui lui est remis et le kit est composé de quoi? Ça dépend de la forme du paludisme aussi. Oui, si c'est un paludisme. Et ça dépend aussi du poids ou de l'âge de l'enfant. Même chose pour la femme enceinte. Dès que la femme enceinte rentre dans le centre, elle est accueillie par quelqu'un qui vérifie si elle a de la fièvre ou si elle a fait de la fièvre avant d'arriver dans le centre. Auquel cas, elle est orientée vers la sage-femme qui, après examen, pose le diagnostic à partir du test de diagnostic rapide. Le test est positif, on lui donne le bon de gratuité pour aller chercher les produits gratuitement à la pharmacie. D'accord. Et il doit avoir des produits communs quand même à toutes ces cibles-là. Oui, tout à fait. J'ai dit tout à l'heure que ça dépend de la forme du paludisme. Oui. Si on peut avoir une idée quand même de ce kit-là. Oui, si c'est le paludisme simple, oui, on traite avec ce qu'on appelle communément CTA, c'est combinaison thérapeutique à base d'artémisinine. Les enfants peuvent le prendre, les femmes enceintes également peuvent le prendre à condition d'être au-delà du premier trimestre de grossesse. Ça, c'est le cas d'un paludisme simple. Mais quand il s'agit du paludisme grave, ce n'est plus avec les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine qu'on traite, on ira au sel de quinine. Au sel de quinine ou au dérivé de l'artémisinine, selon le cas. Et là également, les femmes enceintes et les enfants peuvent bénéficier de ces soins-là. Voilà. Et dans la prise en charge, est-ce qu'il n'y a pas de difficulté? Vous avez assez de moyens pour prendre correctement en charge vos patients dans ce cas-là? Je vous ai dit tout à l'heure, juste il y a quelques mois, je vous ai dit que c'est le paludisme qui était le principal motif de consultation. Donc quand vous rentrez dans un centre de santé, c'est d'abord les produits de prise en charge du paludisme qui sont les produits qui ne manquent pas, presque jamais. Vous voyez. Donc presque tous les centres ont ces produits à leur disposition et peuvent s'en servir en cas de besoin pour prendre en charge les patients. Donc vous avez un stock assez large, assez fourni, c'est bien ça? Tout à fait. Étant donné qu'il y a des gestionnaires de ces produits qui suivent régulièrement les stocks de ces produits-là pour éviter les ruptures de stock de ces produits. Donc il y a une gestion autour de ça pour éviter les ruptures de stock de ces produits-là. Donc ces produits, on en a le plus souvent. Et nous, on a la chance d'être à Cotonou. On peut s'en procurer rapidement à la Camé. Les bureaux de zone aussi en ont. On peut directement prendre les produits localement, c'est pas loin. Donc on a souvent ces produits-là à disposition. Voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas de petites difficultés sur le terrain? Parce qu'il y a quelques mois, on s'est rendu quand même dans les centres de santé, il y a quand même quelques plaintes. De votre côté, il n'y en a pas du tout? Plaintes par rapport à quoi? À la prise en charge. Vous voulez dire que des produits... Du côté tant de vos collaborateurs que des patients qui se plaignent, vous n'en avez jamais Se plaignent de quoi? De quoi? Se plaignent de quoi? De la qualité de la prise en charge. Parfois on nous dit qu'il y a une petite rupture. C'est vrai que de votre côté, vous avez parlé du stock qui est assez fourni, mais vous travaillez en symbiose avec d'autres centres de santé. Oui, tout à fait. Est-ce que vous n'avez pas entendu parler de ces plaintes-là? Donc tout va dans le meilleur, comme dans le meilleur des mondes, dans cette prise en charge-là, c'est bien ça? Bon, peut-être je vais vous expliquer. Oui. Par rapport aux combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, il y a plusieurs types de plaquettes. Il y a des plaquettes si on prend par exemple la combinaison thérapeutique artéméthylméfentrine, il y a des plaquettes de 6, des plaquettes de 12, de 18 et de 24. Parfois, on peut tomber en rupture d'un type de plaquette. Donc, si un enfant qui a moins de 14 kg venait et qui devait prendre, je prends un exemple, un enfant qui a plus de 14 kg, entre 14 et 25 kg venait et devrait prendre normalement la plaquette de 12, on ne peut pas avoir la plaquette de 12 et avoir des plaquettes de 24. Et découper alors ces plaquettes pour en construire des plaquettes de 12 pour servir les enfants. Dans ce moment-là, on peut dire qu'on est en rupture de stock de la plaquette de 12, mais pas en rupture de stock de la combinaison thérapeutique, puisqu'on peut découper la plaquette de 24 pour en constituer
des plaquettes de 12. Ou bien servir 2 plaquettes de 6 pour en faire une plaquette de 12. Donc les ruptures, c'est vrai qu'il y a de rares situations où on a des ruptures de stock, hein, c'est rare. Mais il y en a quand même. C'est vraiment rare. De plus en plus, c'est rare. Parce que avec la gestion de plus en plus rigoureuse de ces stocks-là, les ruptures de stock se font de plus en plus rares. Est-ce que les gens viennent souvent, ils viennent nombreux bénéficier, je veux parler des cibles, hein, bénéficier donc de cette prise en charge gratuite. Je vais la poser la question tout à l'heure au chargé de notre programme, puisqu'on parle de communication. Mais je reste avec vous pour avoir le regard de l'observateur que vous êtes sur le terrain. Oui, c'est une très belle question. Les cibles, on en reçoit. On en reçoit, mais il arrive des situations où je ne saurais comment l'expliquer vraiment. Certaines cibles nous échappent. Certaines cibles nous échappent, c'est regrettable. On fait des sensibilisations autour par rapport aux agents, mais je ne sais pas comment ça se passe. Et à des moments donnés, certaines cibles nous échappent. C'est-à-dire que l'enfant, à moins de 5 ans, est venu, on a posé le diagnostic. Mais plus rarement, le test de diagnostic rapide, qui est la base même pour commencer la gratuité, le test est positif. Pour quelle raison, je le sais. Et le malade, l'enfant, va payer. Mais c'est des situations rares. La situation qui est plus fréquente, c'est laquelle? L'enfant est venu, on lui a fait le test de diagnostic rapide, qui est négatif, mais le prestataire, l'infirmière ou le médecin continue de croire que c'est le paludisme. Et il a une autre possibilité. Il peut demander un test que nous appelons la goutte épaisse. Et dans de rares cas, cette goutte épaisse peut se révéler positive. Dans de rares cas. C'est vraiment rare, mais c'est des situations qui arrivent. Et en ce moment, étant donné que le test de diagnostic rapide était déjà négatif, puisque pour commencer la prise en charge gratuite, il faut qu'on ait la preuve que l'enfant a le paludisme. Et étant donné que le test est déjà négatif, on a déjà fait payer l'enfant avant de se rendre compte après que la goutte épaisse est positive. Est-ce que vous voyez? Donc parfois, l'agent qui est à la caisse a déjà encaissé les sous. Donc pour retourner encore les sous. Donc ça fait que les parents perdent une partie, mais ça se rattrape après. Dès qu'on a le résultat positif, on rattrape après et puis les soins qui suivent ne sont plus payés. Voilà. Et est-ce maintenant, que, oui. Maintenant, dans la population, il faut dire que la sensibilisation doit continuer dans la population. Parce que tout le monde n'a pas vraiment l'information que la prise en charge du paludisme est gratuite quand on a moins de 5 ans ou bien quand on est femme enceinte. Je vois, il y a ça. Voilà. Donc on va se retourner vers le chargé à la communication, naturellement du programme, pour savoir qu'est-ce qui bloque à ce niveau pour que la population puisse bénéficier, en tout cas la cible puisse bénéficier de cette prise en charge gratuite. Vous n'avez pas assez communiqué autour? Bon, nous avons beaucoup communiqué. Je peux vous dire que cela relève de la sociologie de notre pays et des grandes villes aussi. Vous savez, les réalités dans les centres urbains ne sont pas les mêmes dans les agglomérations ou dans les villages. Dans les centres urbains, on constate qu'il y a un certain orgueil pour les populations. Ben, je veux faire traiter mon enfant dans les centres, dans les formations privées, parce que là-bas, c'est la qualité, non, dans le public, c'est la grève, c'est ceci. Et on prête certaines intentions qui ne sont pas toujours justifiées aux formations sanitaires publiques. Je rappelle que vous avez une formation de sociologue, je pense. Tout à fait. Donc c'est un peu votre domaine. Est-ce que c'est une étude qui l'a prouvé concrètement? Bon, sur le terrain, nous on est en permanence sur le terrain et nous avons constaté ça. Oui. Et beaucoup d'études, beaucoup d'articles scientifiques ont révélé dans d'autres pays. Et nous constatons également dans notre pays que le phénomène existe. Au fur et à mesure que vous évoluez vers la périphérie, vous constatez que les gens commencent par croire et par adhérer aux principes du ministère en matière de prise en charge, en matière de fréquentation des formations sanitaires publiques. Je puis vous dire que l'autre facteur, c'est que dans les grandes villes, très peu de gens écoutent les radios. C'est surtout la télévision. Or, nous, la plupart du temps, nous faisons passer nos messages à
travers les radios. Mais la radio, c'est le média le plus accessible à tous. Tout à fait, mais c'est chacun là, dans son, même avec le portable. Si, mais vous savez, il y a une floraison de radios, de stations aujourd'hui, et puis on zappe, on va de station en station, et vous voyez. Mais quand vous allez dans les villages, les gens écoutent beaucoup plus les radios. Et surtout, les radios qui nous servent de, je dirais, le couloir de transition. Vous voyez, du canal. Et voilà un facteur. L'autre facteur, c'est que dans les villages, il y a les ONG. Les ONG qui sont utilisées par certaines structures, qui sont vraiment en partenariat avec nous et qui font des sensibilisations sur un certain nombre d'aspects. La nécessité de fréquenter les formations sanitaires, etc. Parce que la pratique est domiciliée dans les formations sanitaires publiques. Dr Ngono l'a dit tout à l'heure, il y a des gens, parfois, qui savent qu'il y a cette gratuité. Mais quand ils viennent, le circuit à faire, pour eux, déjà, c'est... un peu compliqué. Voilà. Vous voyez, il y a un certain nombre de facteurs. Mais il faut vous dire qu'aujourd'hui, dans la plus grande majorité de nos villages, les gens connaissent déjà la gratuité. Et nous continuons toujours d'en parler. Ce qui peut faire hic, c'est que c'est l'accueil dans les formations sanitaires. Parce que c'est le premier élément. Lorsque les gens viennent et que, bon, déjà, à cause de la masse de travail que l'agent a à battre dans la journée, met un peu de temps pour s'occuper d'eux, il y en a qui se fâchent déjà. Ils disent, oh, parce que c'est gratuit que vous faites ça, bon, je vais me faire traiter ailleurs. Et puis, ça y est. Mais... oui, il y a un peu de quoi quand même. Oui. Tout ce qui est public est quand même négligé. Donc, quand on veut bénéficier d'une prise en charge du genre... c'est pas pour autant négligé. Mais il faut reconnaître qu'il y a un travail à faire de ce côté de l'accueil. Il y a un travail, dans les centres de santé. Et c'est ça notre cheval de bataille aujourd'hui, l'accueil et la communication autour de cette gratuité. Parce que vous savez, si on ne met pas une pression tous les jours sur les populations, oui, cette pratique existe, cette gratuité existe, et si on ne le fait pas, c'est que les gens vont finir par oublier que quelque chose comme ça existe. Vous voyez. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Nous ne pouvons pas tout énumérer ici. Je voudrais, avec votre permission, revenir un peu sur le thème de la journée mondiale pour dire que je voudrais rectifier un peu. C'est sauver des vies, investir dans la lutte contre le paludisme. Sauver des vies. Sauver des vies, 2 points. Investir, autrement dit, sauver des vies en investissant dans la lutte contre le paludisme. Ben, les informations diffèrent un tout petit peu, on va dire, puisque c'est ce que nous, on a eu dans notre documentation. Voilà. Oui, on vous laisse, mais ça se rejoint quand même. Si, c'est la même chose, mais c'est l'OMS qui nous envoie chaque année cela. Et c'est parce que l'OMS est consciente et convaincue qu'on peut arriver à éradiquer cette maladie dans un certain nombre de pays. La preuve est donnée ailleurs que les pays sont maintenant... il y a des pays qui ont pratiquement éliminé ça. Et d'autres sont en voie d'élimination, d'autres doivent faire beaucoup d'efforts. Et nous, on est dans quel... Oui, nous sommes dans un cas où l'endémicité est stable tout au long de l'année, compte tenu de notre environnement. Que vous alliez au nord, au centre, au sud, il y a l'environnement, il y a les forêts, il y a les cours d'eau et tout ça. Mais nous ne sommes pas encore dans la liste des pays qui sont en train d'éradiquer. Nous tendons vers les pays qui sont en voie. Et c'est pourquoi nous devons fournir... en voie d'être en voie. Oui, donc nous devons fournir beaucoup plus d'efforts en matière d'investissement en ressources humaines de qualité. Il a parlé tout à l'heure de certains qui font les textes, mais même si le test ne révèle pas l'aspect positif, la présence de parasites, et ils traitent. C'est une erreur. Et vous avez vu, le coordonnateur vient de dire tout à l'heure qu'il y a des cas qui ne sont pas des cas de paludisme, mais qui sont comptabilisés. Tout ça là contribue à une mauvaise base
n'est-ce pas, de la situation réelle que nous pouvons faire de la maladie aujourd'hui du point de vue statistique. Et puis ça doit avoir un impact sur le parasite. On va peut-être aborder la question avec le coordonnateur qui est parasitologue. Oui, le premier impact, c'est que on ne traite pas le palu, on traite autre chose. C'est d'abord le gaspillage du produit que nous avons acquis très chèrement et qui a été subventionné. Vous voyez, normalement, ce n'est pas le palu, donc on ne devrait pas donner les CTA. Mais on donne les CTA ne vont rien faire. Ça ne va pas régler le problème de corps chaud parce qu'à l'origine, ça peut être une infection. Donc, on a gaspillé d'abord ces produits-là. Mais lorsque quelqu'un aura besoin de ça et c'est réellement dans son sang, on a découvert peut-être le parasite, on peut constater qu'il y a rupture parce qu'on a fait un usage abusif de ces produits. Voilà l'une des conséquences. Est-ce que vous voyez? Donc, l'investissement dont on parle, l'OMS ici, ça touche cet aspect. Il faut qu'on s'investisse du point de vue scientifique, sur le plan des ressources humaines de qualité, il faut les former. Et il faut maintenir vraiment la pression sur ce que j'appelle la supervision et constamment être avec les agents pour les rappeler à l'ordre. Sinon, nous allons injecter beaucoup de moyens et on va constater qu'en réalité, nous n'atteignons pas les objectifs. Alors qu'en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général, le Bénin est sur la très très bonne voie. On occupe les meilleurs rangs. Vous avez dit tout à l'heure qu'on n'est pas encore en voie d'éradiquer. Si nous prenons les pays qui sont logés à la même enseigne que nous sommes peut-être devant ceux qui sont en train de voir la porte de l'élimination, des prochaines éliminations. Cela dit, il y a encore du travail et c'est pourquoi on est réunis encore dans ce studio, parce qu'il ne faudrait pas quand même se laisser aller avec un peu de positivité enregistrée, d'avancer. Il faut aller de l'avant. Monsieur le coordonnateur adjoint, je rappelle que vous êtes parasitologue. On parlait tout à l'heure d'un aspect par rapport à la prise en charge, aux médicaments qui sont des personnes qui sont traitées alors qu'elles ne sont pas atteintes de paludisme, qu'elles ne sont pas malades qu'elles ne sont pas touchées par le paludisme. Qu'est-ce que ça a comme impact sur la maladie elle-même? Les cas de résistance, est-ce que ça provient de là? Ok, merci beaucoup. Normalement, lorsque vous avez le corps chaud et il y a suspicion de paludisme, on fait le test. Le test, ça peut être le test de diagnostic rapide, comme ça peut être la goutte épaisse. Ce sont les deux tests usuels. Quand c'est fait, c'est positif, on traite. Ce que nous appelons on traite, c'est-à-dire qu'on envoie le médicament à dose requise qui permet maintenant d'agir sur le parasite, le Plasmodium falciparum, dans notre pays. Dans notre pays, c'est le Plasmodium falciparum à 98%. Donc ça permet d'agir et de l'éliminer. Là, l'individu est guéri, la fièvre disparaît et puis tout va bien. Mais lorsque on considère que parce qu'il y a le corps chaud, c'est systématiquement le paludisme et qu'on envoie les médicaments, en réalité, l'organisme de l'individu reçoit des médicaments ou des parasites qui ne sont pas là. Du coup, l'organisme est sensibilisé, c'est-à-dire il est habitué, si vous voulez, à ce produit-là, à cette dose-là. Et du coup, quand bien même la maladie va venir après, même si vous envoyez le médicament, étant donné qu'il est déjà habitué à le recevoir, même sans la maladie, du coup, ça ne lui fait plus d'effet. Et la conséquence, c'est qu'il y aurait des personnes qui seraient en train de faire la maladie. Vous envoyez le médicament, dans le cas d'espèce pour le paludisme simple, artéméthylluméfantrine, vous envoyez, mais ça ne fait rien. Il ne guérit pas. Ce que ça pourrait avoir comme conséquence dans un premier temps, c'est que la maladie évolue et ça devient un cas grave de paludisme. Là, on le traite maintenant, un peu comme l'a dit docteur Moncomon tout à l'heure, on le traite avec les sels de quinine ou avec les dérivés d'artémisinine. Maintenant, si à cette étape, on arrive à réussir, c'est tant mieux. Mais c'est que, de façon générale, lorsque vous traitez à des doses qui ne sont pas indiquées, lorsque vous traitez à des doses qui ne sont pas indiquées, lorsque vous traitez à des doses qui ne sont pas indiquées, lorsque vous traitez à des doses qui ne sont pas indiquées, lorsque vous traitez à des doses qui ne sont pas indiquées, lorsque vous traitez à des doses qui ne sont pas indiquées, lorsque vous traitez à des doses qui ne sont pas indiquées, lorsque vous traitez à des doses qui ne sont pas indiquées, lorsque vous traitez à des doses qui ne sont pas indiquées, lorsque vous traitez à des doses qui ne sont pas indiquées, lorsque vous traitez à des doses qui ne sont pas indiquées, lorsque vous traitez à des doses qui ne sont pas indiquées, lorsque vous traitez à des doses qui ne sont pas indiquées, lorsque vous traitez à des doses qui ne sont pas indiquées, lorsque vous traitez à des doses qui ne sont pas indiquées, lorsque vous traitez à des doses qui ne sont pas indiquées, lorsque vous traitez à des doses qui ne sont pas indiquées, lorsque vous traitez à des doses qui ne sont pas indiquées, lorsque vous traitez à des doses qui ne sont pas indiquées, lorsque vous traitez à des doses qui ne sont pas indiquées
ou bien une maladie qui n'existe pas, vous développez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des cas de résistance. Vous développez des cas de résistance et c'est ça qui fait après que les médicaments que nous avons dans nos pays pour lutter contre le paludisme ne sont plus efficaces. On a déjà eu cette situation avec la chloroquine qui s'utilisait précédemment. Voilà, et on est passé à une autre étape. Aujourd'hui, ce sont les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Donc, pour donner des conseils, si je peux me le permettre, sur cette ligne, c'est de dire que il faut nécessairement que le test soit positif avant que les patients ne soient traités. Puisque dans les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, dit qu'en réalité, c'est 59% qui ont des résultats positifs. Voilà, donc, et on reviendra là-dessus avec Dr Onkonu tout à l'heure par rapport à ces cas, pour savoir si vraiment vous en recevez suffisamment les cas de résistance, je voulais donc dire. Mais monsieur le coordonnateur, est-ce que vous faites un travail particulier par rapport à ce problème-là? Je veux parler des agents de santé et autres, parce que c'est quand même eux qui doivent faire le dépistage. Oui. Ils doivent être sensibilisés sur la question. Ils doivent être sensibilisés. Je voudrais dire ici qu'il y a assez d'efforts qui se font. Et je voudrais me permettre de féliciter les agents de santé qui font un effort. Nous ne sommes pas encore au niveau escompté. Nous travaillons à atteindre de meilleures performances. Pourquoi je le dis? Non seulement nous avons les agents de santé pour les centres de santé, mais nous avons également les agents de santé communautaires. Donc, ceux que nous appelons généralement les relais communautaires qui sont au niveau de nos communautés, qui appuient les centres de santé dans le cadre de la prise en charge des cas de paludisme au niveau de la communauté. Je voudrais par exemple partager des chiffres avec vous pour dire que en 2013, où nous avons commencé à procéder à la formation des relais communautaires pour le diagnostic, c'est-à-dire pour la confirmation, si vous voulez, du paludisme au niveau communautaire, notre taux de confirmation, qui était nul au départ, est passé de 1,21% à pratiquement 24% maintenant. Ça s'améliore. Au niveau des centres de santé, nous sommes passés de 63% à 79% en fin 2013, début 2014. Les résultats de 2014, ça va sortir très bientôt. C'est pour dire quoi? Auparavant, pour traiter le paludisme, dès que les gens ont le corps chaud, on disait que c'est le paludisme et puis on traitait. Mais maintenant, nous avons dit il faut que la confirmation se fasse. Donc de mieux en mieux, les agents de santé sont en train de changer d'attitude qui nous permet effectivement de mieux traiter les vrais cas de paludisme. Et c'est ça qui confirme ce que le Dr Onkonu a dit tantôt, puisqu'il a noté qu'au niveau du centre de santé de Aïe-Lavadje, qu'il y a de moins en moins de cas de paludisme. Voilà ce que je voulais dire. Donc, il y a assez d'efforts qui se font. On va continuer. Vous savez, pour la meilleure prise en charge des cas de paludisme, en fait, c'est un problème le sociologue dira de comportement, je crois. Et pour que ça change les comportements, ça prend du temps. On doit continuer à travailler et à encourager les collègues de sorte qu'ils puissent vraiment comprendre la nécessité de faire le diagnostic et de ne traiter que les cas qui sont effectivement confirmés paludisme. D'accord. Je rappelle aux auditeurs qui nous suivent, qui peuvent appeler sur le 21 33 84 19 ou le 65 00 24 24 s'ils ont des préoccupations, des questions donc à poser aux invités dans ce studio. 65 00 24 24 et le 33 84 19 donc pour poser vos questions. Docteur Onkonu, les cas de résistance, est-ce que ça continue toujours? Non, il faut dire qu'on n'a pas encore eu de cas de résistance au CTA, au complément thérapeutique à base d'artémisinine, il n'y en a pas. Oui, le nouveau traitement. Le coordinateur tout à l'heure parlait de la résistance à la chloroquine, ça c'est effectif. Mais pour l'instant, on n'a pas encore eu de résistance à la CTA. Mais il faut qu'on y prenne garde. Moi, nous sommes des techniciens en la matière, mais moi je voudrais demander à vous, hommes des médias, hommes et femmes des médias, de sensibiliser également la population. Parce que, vous savez, aujourd'hui, on se présente dans les officines, on peut prendre tout ce qu'on veut comme produit, presque sans ordonnance. Donc l'automédication, on se dit on a le corps chaud, ouais, je vais à la pharmacie me prendre... Pendant longtemps, le paludisme a été
je ne veux pas dire continue d'être le vrai motif de consultation. Donc dès qu'on a la fièvre, c'est empirique. Dès qu'on a la fièvre, on pense d'abord que c'est le paludisme et on sait, on traite le paludisme avec CTA. Donc on peut se présenter dans n'importe quelle pharmacie et demander à prendre CTA et on est servi. Alors ce qu'on disait tout à l'heure. Pardon? À combien? Non, généralement les spécialités, je ne peux pas vous dire exactement, mais c'est de l'ordre de 3 000 à 5 000. Maintenant, dans les centres de santé, c'est subventionné. Chez une maladie se traite avec 600 francs. 600 francs pour prendre compris de actéméthylphénidrine ou de actézunate-amodiaquine. Donc, c'est vous demander de sensibiliser également la population pour que les gens ne continuent plus de se traiter avec les CTA. Il faut qu'ils aillent voir les professionnels pour que le diagnostic soit posé avant que le traitement adéquat ne soit donné. Oui, pour celui qui ne peut pas bénéficier de cette prise en charge gratuite, à combien ça lui revient? La prise en charge. De faire la consultation, de faire le test, tout et tout. La consultation, c'est à Cotonou ici, c'est entre 500 et 1000 francs, la consultation. Vous voyez. Dans les zones enclavées, la consultation, c'est entre 200 et 500. Vous voyez. Et le médicament même va coûter 600 francs, si c'est le paludisme simple, avec une dose de paracétamol qui coûte 100 francs. Donc, 700 francs pour les médicaments, plus la consultation qui est à 1000 francs, donc en moyenne 1700. S'il n'est pas une cible de la prise en charge gratuite. Vous voyez. Voilà. D'accord, donc ça ne coûte pas trop cher, il suffit de se rendre vers les spécialistes. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Je veux parler des centres de santé privés parce qu'il y en a tellement à Cotonou. Le test ne se fait pas automatiquement. Voilà, c'est ce que j'allais dire également. Il y a les perfusions par-ci par-là. Est-ce que vous ne faites pas un travail d'ensemble? C'est quand même des centres de santé, c'est des hommes qui y vont. Je vais dire ce que je pense et laisser la parole au programme qui est là aussi, qui va dire son point de vue. Par rapport. Il y a une collaboration secteur public, secteur privé. Il y a cette collaboration qui existe. Mais il faut dire que nous n'avons pas encore vraiment le résultat que nous souhaitons. Parce que vous avez parlé de perfusion. Dans la plupart des centres de santé, dans la plupart des forces sanitaires privées, vous y allez avec fièvre. Parfois même, on n'a pas le temps de faire la goutte épaisse. Et puis, on continue de traiter la fièvre dans les centres de santé. On continue de traiter dans les forces de santé privées, je veux dire, on peut traiter la fièvre comme un paludisme, et puis, plus grave, comme des cas de paludisme grave, avec de la quinine, des sels de quinine. Je me dis, c'est peut-être pour pouvoir supporter les dépenses, les frais, voilà, payer les salaires et autres, mais ça ne se comprend pas, ça ne devrait pas être accepté, qu'on continue de traiter maintenant le paludisme sans avoir fait le test et sans avoir eu un résultat positif. Ça risque de nous conduire à la résistance dont on est en train de parler ici. Là, oui, je vais tout de suite vers monsieur le coordonnateur adjoint. Oui, pourquoi c'est comme ça? Les centres de santé, Dieu seul sait qu'il y en a pas mal à Cotonou et environ. Quand on a une fièvre, on s'y rend, mais tout de suite, on vous met sur le lit et puis, bon, c'est la perfusion en même temps automatiquement. Pourquoi il n'y a pas de test dans ces centres de santé? Ok, merci beaucoup. Je dois dire que moi, je fréquente beaucoup plus les centres de santé publics. Oui, peut-être... Non, je vais répondre à votre question. À cause peut-être de la proximité du centre de santé privé, on s'y rend. Il y a plusieurs raisons. Oui, si vous permettez, je pense qu'il ne serait pas bien de ma part de me mettre à expliquer ce qui se passe dans un centre où je ne travaille pas. Oui, mais quand même, vous êtes supposé chapeauter oui, non, je n'ai tout pas le fini. système sanitaire. Je n'ai pas fini. C'est pour dire que je ne voudrais pas prêter d'intention. Voilà. Mais ce que je voudrais dire, même si on est dans un centre de santé privé, il y a des directives pour la prise en charge des cas de paludisme dans notre pays. Ces directives-là s'appliquent à tout le monde sans exception, que ce soit public ou que ce soit privé. Lorsque je suis par exemple responsable d'un centre de santé privé, il me revient en tant que responsable de veiller par exemple à ce que un minimum de conditions ou de directives puissent être respectées. Et je voudrais préciser aussi que nous passons tous dans les écoles de formation des agents de santé. Quand nous sortons, nous avons le diplôme. Nous savons tous qu'il faut faire le diagnostic avant de procéder au traitement. Donc, chacun devrait pouvoir jouer son rôle. Mais je ne voudrais pas dire seulement que la faute revient aux autres. Je pense que là où nous sommes actuellement, il y a un effort qui doit se faire de notre côté également. Cet effort-là a commencé.
Mais avec les centres de santé, je dirais beaucoup plus ceux qui sont un peu privés confessionnels, qui sont un peu, je dis un peu plus organisés et qui collaborent avec les zones sanitaires, même dans la logique de pouvoir fournir des données sur les cas de maladie au niveau de la zone sanitaire. Là, c'est plus facile. Mais là où je suis également d'accord avec vous, c'est que nous avons les centres de santé vraiment privés qu'on a dans toutes les rues. Il y en a plein. Malheureusement ou heureusement, c'est là le Béninois lambda veut partir dès qu'il a le corps chaud, dès qu'il a un problème. Donc les réflexions qui se mènent actuellement, nous avons eu une grande réunion au mois de mars dernier. Ça fait partie vraiment des principales questions dont nous avons discuté. Et notre objectif, c'est vraiment de nous approcher d'eux, de discuter avec eux et de trouver maintenant des terrains d'entente afin que les directives puissent être appliquées et dans la mesure du possible, qu'ils puissent aussi être subventionnés. Mais subventionnés pour que le Béninois puisse en bénéficier. Non pas subventionnés pour que les produits subventionnés soient vendus plus cher à la population. Donc il y a un certain nombre de paramètres sur lesquels nous allons nous entendre. Et je pense que progressivement, on y arrivera. On attend de voir la suite de ce travail-là. Monsieur Denapo. Oui, vous avez certainement un mot sur cet aspect de la question. Oui, je crois que beaucoup de choses ont été dites déjà par rapport à cette question, mais il faut dire que c'est une question qu'on ne peut pas appréhender aussi facilement comme ça, entièrement. Parce que, vous l'avez dit, c'est devenu une mode aujourd'hui pour les gens. Oh, mais je fais le palu, j'ai pris 2 bouteilles de sérum. C'est une mode ou quoi? C'est automatique, c'est sûr. On les a habitués dans les centres de santé. C'est dangereux, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et comme les privés aussi, ils sont dans leur logique mercantile, ils acceptent, ils font ça, puisque vous voulez vous-même, parfois des patients demandent ça. Et vous voyez, ce faisant, c'est fragiliser l'organisme. Parce que c'est quand même le médecin qui doit savoir ce qu'il va faire. Oui, quelle que soit la demande du patient, on ne va pas prendre la Nivaquine avec, je ne sais pas moi, en tout cas tout ce qui est à main avec plaisir. C'est une imposition et ça, c'est grâce au médecin. Justement, c'est que dans la plupart de ces formations sanitaires, qui sont ceux que vous avez souvent? La plupart du temps, c'est des aides-soignants qui sont là. Quand vous voyez un infirmier ou une sage-femme, ça veut dire qu'au moins ce centre-là a une certaine réputation. Et le plus souvent, c'est des aides-soignants qui sont là. Et ce qui est encore grave, c'est que certaines de ces aides-soignants reçoivent des malades à la maison, placent les perfusions. C'est dans la problématique de la santé dans notre pays, je dirais dans les pays en voie de développement, elle est complexe. Elle est complexe. Et la part du ministère, reconnaissons, c'est vrai. Oui, c'est vrai, nous endossons, parce que le phénomène est arrivé comme ça, parce qu'il y a manque d'emploi quand les gens sortent des écoles, on n'arrive pas à les caser tous, donc chacun essaie d'ouvrir sa cabane quelque part, met l'enseigne, etc., etc. Mais depuis plus de 5 ans, près de 5 ans, je dirais, surtout l'équipe actuelle du professeur Gaza s'est engagée dans la dynamique de l'identification de toutes les formations sanitaires privées qui ne sont pas en règle vis-à-vis on va certainement revenir sur ce sujet-là, sur notre numéro. Le combat devrait commencer par là. Oui, parce que c'est tellement important, ces centres de santé qui pullulent la ville de Cotonou et environ. On est presque à la fin de cette émission, on n'a pas vu le temps passer. On va parler rapidement des avancées dans le secteur, dans le domaine de la lutte contre le paludisme, monsieur le coordonnateur adjoint. Pour les avancées de la lutte contre le paludisme. Oui, en 1 minute. En 1 minute, rapidement. L'élément principal pour nous, c'est d'abord la prévention, pour nous assurer vraiment qu'il n'y a pas le contact entre l'homme et le vecteur. Et pour ça, nous recommandons que l'on puisse dormir sous les moustiquaires. Les données de l'EDS 2011-2012 nous ont permis de noter que nous avons une disponibilité de 76,6% de moustiquaires avec une utilisation de 70% pour les enfants de moins de 5 ans et 71% pour les femmes enceintes.
Comme vous savez, nous avons organisé dernièrement une campagne de distribution de moustiquaires en 2014 et nous avons procédé à ce que nous appelons une évaluation post-campagne. Une évaluation rapide qui a été faite qui nous a permis de noter que nous sommes actuellement à 85,3% de disponibilité de moustiquaires dans les ménages. En fait, il y aura d'autres études après qui permettront de donner beaucoup plus de détails. Nous faisons également la pulvérisation intradomiciliaire. Nous sommes là dans 9 communes de la Takora et là, on a une bonne couverture à plus de 90% pour la pulvérisation intradomiciliaire. Je vous ai parlé tout à l'heure des cas suspects de paludisme. Nous procédons à la confirmation. Nous sommes passés de 63% à 79%. Et au niveau de la communauté, avec l'appui des relais communautaires de 1 à 24%. Rapidement, ce sont quelques chiffres. Et il y a un important chiffre que, si vous le permettez, je vais le dire rapidement, par rapport à la diminution du nombre de décès. Nous sommes passés de 2261 décès en 2012 à aujourd'hui 1697, soit une diminution de près de 564, notamment pratiquement 25% de diminution de décès. D'accord. Merci Monsieur Yves-Éric Denon, merci à vous Docteur Mponou, merci à vous Monsieur Denako. C'est déjà la fin de cette émission, mais je vais emprunter, en tout cas je sais que c'est ce que vous aurez pu dire à la fin, Docteur Mponou, comme Monsieur Denako, c'est ces conseils-là on ne le dira jamais assez, dormir sous moustiquaire et puis assainir son milieu de vie, c'est très important donc pour barrer la route, donc lutter contre le paludisme.